Le MAPAQ et la Financière agricole du Québec ont à cœur la réussite de la relève agricole. C'est pourquoi ils soutiennent les jeunes dans leurs projets de démarrage ou d'établissement. Les conseillers du MAPAQ sont là pour cibler les besoins et diriger vers les services conseils appropriés, et ceux de la Financière agricole sont des experts en matière de financement et d'assurance. Grâce au programme d'appui financier à la relève, une aide pouvant atteindre 50 000 $ est disponible. En agriculture, les défis sont grands, mais notre volonté commune de soutenir la relève l'est tout autant. Vous désirez démarrer une entreprise, faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez d'un accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance. La Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale Côte-Nord et ses syndicats locaux sont fiers de soutenir le dynamisme et la diversité agricole de la région. Desjardins Entreprises tient à souligner l'apport des producteurs agricoles dans le développement régional. Le comité établissement transfert de la relève agricole est fier de chapeauter le projet de mobilisation afin d'accompagner les jeunes producteurs de la Capitale-Nationale. Le service de fiscalité et de comptabilité de la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale Côte-Nord est heureux d'appuyer la réalisation de cette série agricole. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, on parle de forêt et pour l'occasion, nous nous rendons dans la région de Portneuf. Nous allons rencontrer Madame Lucie B. Mainguy de Alexir et également Monsieur Luc Tremblay de l'École de foresterie de Duchesnay. Et comme vous pouvez le constater, faire une émission de forêt en forêt avec ces magnifiques arbres, c'est ça la vie de La Voix agricole. La forêt fait vraiment partie du Québec, de notre identité de Québécois. Il y a longtemps qu'on en exploite les diverses ressources, mais c'est particulièrement à partir du début du 19e siècle qu'on va vraiment se mettre à exploiter la forêt pour produire du bois d'œuvre. À cette époque-là, le Canada, qui est une colonie britannique, va acheminer énormément de quantités de bois en Angleterre pour ses propres besoins. Par la suite, quand l'Angleterre cesse d'avoir besoin du bois canadien, on va se tourner vers le sud pour exporter de grandes quantités de bois. En effet, les villes américaines poussent comme des champignons à l'époque, alors on a vraiment besoin de bois de construction. Et le Saint-Laurent et toutes ses voies maritimes, toutes ces voies fluviales vont devenir vraiment de grands canaux de transport du bois. C'est la grande époque de la drave. Au 20e siècle, on va se mettre à exploiter les forêts québécoises, surtout pour les pâtes et papiers. À cette époque-là, il y a un grand essor du besoin en papier. Alors, c'est vraiment ici, dans la vallée du Saint-Laurent, qu'on va voir le plus d'industries papetières fleurir un peu partout sur le bord des cours d'eau. De nos jours, l'industrie est appelée à se renouveler, notamment au niveau des industries vertes, et on va avoir à cœur une préservation de la ressource. J'ai jamais eu à faire ce choix-là. C'est à rentrer dans la vie petit à petit sous forme de loisir, une passion qui se développe, puis on s'amuse, puis on fait ça. Puis on complète pour améliorer nos qualités de vie avec toutes sortes de solutions, produits. On intègre dans notre vie quotidienne des produits sains qu'on a trouvé le moyen de fabriquer parce qu'on a lu plein de livres puis qu'on s'est informé. La famille a toujours été bien imbriqués dans les activités de l'entreprise, mais ils sont pas tous à temps plein dans l'entreprise, mes enfants. J'en ai eu 7, puis ils ont différentes occupations, mais ils ont tous quand même un petit côté cœur attaché à l'entreprise familiale, puis ils sont évidemment utilisateurs et intéressés par tout ce que l'Elixir devient et fait. Oui, il y en a qui sont intéressés à continuer puis qui ont commencé à travailler dans ce sens-là déjà. Qu'est-ce que ça vous fait, ça, de savoir? Ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir parce que pendant qu'ils grandissent, on ne le sait pas, tu sais, que leur chemin, où c'est que ça va les mener, puis qu'est-ce qu'ils vont choisir. Puis ça, c'est important de respecter ça. Mais quand ils choisissent l'entreprise, c'est parce qu'ils l'apprécient, parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils ne veulent pas la voir disparaître ou passer dans d'autres mains quand moi je vais partir, tu sais.
Fait que ça me fait bien plaisir, évidemment, qu'ils veulent continuer. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses à connaître, il y a beaucoup de devoirs à faire parce qu'il faut répondre à toutes sortes de lois, de normes, de conditions qui entourent l'activité. C'est compliqué, c'est compliqué. Puis ça s'apprend par contre, mais tranquillement, pas vite. Moi, ça a été la méthode qu'on a eue. La croissance de l'entreprise a été lente, mais proportionnelle à notre capacité de s'adapter. Je pense qu'il ne faut pas aller trop brusquement là-dedans. Le cycle, c'est qu'on s'approvisionne en végétaux qui sont évidemment propres. Il faut que ce qui rentre dans la cuve soit propre au départ si on veut que le résultat soit bon. Alors donc, on va en forêt ou on va sur... des fois, on cultive aussi les végétaux qu'on va distiller, mais toujours en mode biologique. Cette matière première, elle est hachée par un ancien chipper à maïs ici, qui a une espèce de soufflerie, puis qui remplit la cuve. On va voir ça tantôt par en haut. Là. Quand ça souffle, ça remplit la cuve, il y a quelqu'un qui place le matériel. Puis quand tout est bien plein, quand tout est bien compacté et égal, on ferme le tout comme un couvert de presto. On rend ça étanche, puis on injecte la vapeur qui est générée par la bouilloire. Cette vapeur-là, elle s'en vient frôler les végétaux, extraire l'huile, puis le résultat est capté dans le chapiteau qui, lui, l'achemine dans le refroidisseur. Puis, comment ça prend de temps avant que toute cette opération-là soit faite puis qu'il en ressorte le produit? On en fait une par jour, normalement. Ça prend le temps que ça prend pour la remplir. On fait ça le matin, mettons. Après ça, vers 10 heures, on part la vapeur, puis elle en a pour 10 heures à peu près à travailler sur le matériel. Ici, je pense, c'est d'avoir réussi à franchir la distance entre la théorie puis la pratique, puis entre les produits puis le public. Parce que grâce à nos boutiques, on réussit à avoir contact direct avec les gens. Puis, ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir des feedbacks. Justement, qu'est-ce que les gens en pensent de votre entreprise? Bien, je pense qu'ils l'aiment. Je pense qu'ils l'aiment parce qu'ils aiment les produits, puis ils aiment parce qu'ils comprennent, parce qu'ils savent où est leur intérêt. Quand ils touchent à ces produits-là, puis qu'ils en connaissent la valeur, l'efficacité, le plaisir qu'il y a à utiliser ça, bien, ils sont contents. Après distillation, ça, c'est plein de branches bien cuites. OK. Quand on a terminé, on a enlevé l'huile essentielle, toute l'aromatique est partie. Il reste quand même toute la matière qu'il y avait au départ. Ce qui part, c'est ce qui est volatile, mais la matière est finalement intégrale dans la cuve. Ce qu'on a mis est encore là. OK. Puis est-ce que dans chacune des cuves, c'est toujours le même produit végétal qui se retrouve dedans ou... Non, pas nécessairement. Non, parce qu'on en fait une trentaine de variétés différentes dans l'année. Puis là, en ce moment, on est en conifère parce que c'est l'automne. On fait ça le printemps puis l'automne. Mais en dehors de ça, les autres saisons, on a les autres végétaux. On a des herbes, on a du thé du Labrador, du méric baumier, de la menthe. Puis ça va donner un résidu différent. Mais le résidu de conifère, c'est ce qu'on a en plus grande quantité, puis qui nous sert de biomasse pour enrichir les champs, comme biomasse comme combustible, une petite partie. Puis il y a aussi là-dedans encore des substances intéressantes que l'industrie de la foresterie s'intéresse à aller chercher. Là. Il y a encore des produits qui peuvent être utiles. Nous autres qui travaillent avec la nature, on voudrait bien, mais on ne peut pas répéter toujours la même substance. La nature ne se répète pas vraiment à 100 %. Ça va toujours être sur le même pattern, mais il y a des variations de saison, il y a des variations de terroir, il y a des variations de parties de plantes, puis on vit avec ça en se disant que la nature sait ce qu'elle fait. Alors que l'autre industrie va pas vivre avec ça en se disant que la nature se trompe tout le temps. Tu sais, le condensé, c'est liquide, puis ça amène de l'huile puis de l'eau. Tu sais, l'hydrolat puis l'huile viennent ensemble. Mais là-dedans, ils se séparent. Parce que tout simplement, l'huile est plus légère. Oui, elle va se retrouver sur le dessus. Tu sais, elle va rester, elle, dans la couche de surface. Puis,
pendant le procédé, il se passe énormément de liquide là-dedans. Ouais. Alors, on évacue le surplus d'hydrolat au fur et à mesure. Quand on ne le conserve pas. Puis, quand on le conserve, bien évidemment, ce tuyau-là, ce conduit-là, s'en va dans un baril pour recueillir l'hydrolat d'une part, puis conserver l'huile à la surface. Puis, à la fin, on fait monter le niveau, puis on recueille l'huile ici sur le dessus. Au début, c'était ça. On ramassait les végétaux pour faire nos expériences de distillation. Puis évidemment, on n'avait pas les moyens de payer du monde pour le faire. Puis c'était intéressant comme jeu. Ça faisait partie du procédé, puis on voulait l'apprendre, puis on s'intéressait à toutes les opérations. Mais là, en grandissant, puis en augmentant le volume, évidemment, on fait affaire avec des gens qui nous approvisionnent pour que nous autres, on puisse rester dans cette spécialité-là qui est devenue l'extraction. Le plus largement utilisé et qu'on exporte beaucoup, c'est l'épinette noire. L'épinette noire c'est un conifère extraordinaire qui a, selon sa fiche technique en aroma, des fonctions anti-inflammatoires. Entre guillemets, ils disent qu'elle a une action cortisone-like, c'est-à-dire qu'elle va aider à contrôler les phénomènes inflammatoires dans une pathologie, par exemple. Ça fait que les thérapeutes vont utiliser beaucoup cette huile essentielle dans leurs recettes pour différentes résolutions de problèmes. Oui, nous autres, c'est ça qui est notre secret un peu, c'est que on répond à toutes sortes de besoins, pas nécessairement en gros volume. Mm-hmm. Tu sais, on n'est pas une grosse entreprise qui fait des millions de bouteilles d'une même affaire, là. Mm-hmm. Mais avec cette diversité-là, les gens, ils trouvent ce qu'ils ont besoin. C'est ça. On subit les aléas de l'industrie du bois aussi, parce qu'on a plus de difficultés à s'approvisionner quand ça bûche pas. On n'a pas les branches, évidemment. Ben oui, il y a de la mise au point, il y a des tests, pas testés sur les animaux. Non. Mais il y a des tests à faire au niveau de l'efficacité. Tu sais, si théoriquement, selon les fiches techniques, ces ingrédients-là sont supposés faire telle chose, on valide toujours la recette en l'utilisant avant de la recommander aux gens. Mais les huiles sont des substances étonnante d'efficacité et de séduction. Tu sais, ça sent bon. C'est agréable à utiliser, c'est le fun à faire, c'est le fun à composer en différentes recettes. Puis ça amène toutes sortes de bienfaits qu'on peut pas, faut pas sous-estimer. C'est vraiment très efficace. Alors, moi je dis, on tombe en amour avec nos remèdes. Finalement, tu sais, c'est ce qui fait le succès, je pense, de ce domaine-là. Les gens aiment utiliser ça dans leur vie quotidienne. On fait ça la conscience tranquille, persuadé que c'est totalement en harmonie avec notre anatomie puis notre physiologie. Le bagage scientifique augmente, les concepteurs sont de plus en plus crédibles, ce qui fait que de plus en plus, monsieur, madame, tout le monde fait « Hey, je vais essayer. » Puis tiens non, ça a marché cette affaire-là, mais je vais en essayer un autre. Puis là, les gens commencent à s'aider. Le défaut de cette approche-là, c'est qu'il y a de la recette magique qui passe. Regarde, je l'ai pris chez moi, ça marche. Ça veut-tu dire que ça marche chez toi? Pas nécessairement si je ne sais pas comment ça marche. Mais n'empêche qu'il y a une montée. Et un exemple, Statistique Canada a sorti une publication, une statistique pour Agriculture Canada. Les produits naturels et les aliments fonctionnels, le marché a triplé depuis 2004. Alors, c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Bien, c'est long à préparer, là, tu sais, mais on est bien installé. Puis, l'embouteillage des différentes variétés se fait ici. Okay. Les recettes aussi, quand on fait des parfums ou des arômes alimentaires ou des produits pour le soin, je prépare ça ici. OK. Fait que là, quand vous faites vos recettes, c'est ça, vous essayez des affaires, vous avez des pertes, certainement. Je pense qu'il y a des affaires qui ne marchent pas. Ah oui? Vous devez avoir des surprises, des fois? Bien, ce ne sont pas des surprises moins bien réussies. Des pertes totales, ça finit toujours quand même par être utilisé, là. Mais il y a beaucoup de documentation. Puis quand on s'informe comme il faut, là, il y a beaucoup de renseignements sur comment utiliser les huiles essentielles. Fait que je me suis vraiment passionnée pour quoi faire avec. Puis ça a généré tout un paquet de produits qui, au fur et à mesure qu'on avait besoin de quelque chose, que quelqu'un me disait « As-tu quelque chose pour ceci, cela? » Je disais, ben je vais regarder. Puis je fouillais ma documentation, puis je faisais des essais. Puis c'est ça, puis là, avec le temps, depuis le temps, vous avez vos recettes gagnantes. Les succès, exactement, c'est ça. Les succès se sont retrouvés finalement à être vendus parce que les gens l'en veulent, puis en demandent. Puis c'est des produits qui
qui sont safe, là, c'est sécuritaire. J'aimais ça il y a 25 ans, puis j'aime encore ça, puis je dirais peut-être encore plus. Fait que quand on aime ce qu'on fait, puis quand on y met tout le cœur, puis toute l'intelligence qu'on a pour faire avancer les choses, bien, ça marche. Parlez-nous tout d'abord, qu'est-ce que l'aménagement forestier, ça consiste à quoi? Bien, l'aménagement forestier, ça sert à c'est cultiver notre forêt comme on cultive des champs. Au tout début, il faut commencer par le reboisement. On peut commencer par le reboisement, ou c'est la coupe, l'un ou l'autre. C'est la fin ou le début. Fait qu'après ça, il faut aménager, tout suivre le cycle du bois à mesure qu'il vieillit. Après 20 ans, c'est telle prescription qu'il faut faire. Après 30 ans, c'est une autre chose, le lagage des arbres. Puis, c'est quoi une prescription? Une prescription, c'est des ingénieurs qui vont chez les propriétaires. Puis c'est le travaux à faire, autrement dit. Là. Il définit les travaux qu'ils ont à faire. Puis le propriétaire, où il y a des organismes qui s'occupent de ça, les groupements, il y a des organismes qui font les travaux. Dans Charlevoix, c'est sûr qu'avec les MRC, on a les points de vue. Là. Il y a beaucoup de ça. Les montagnes sont belles aussi. C'est sûr qu'il faut conserver les points de vue. Mais comme on dit, nous autres, tout en conservant les points de vue, ça n'empêche pas d'aménager notre forêt. Ça n'empêche pas de la cultiver. Ça n'empêche pas de faire de l'abattage d'arbres. Mais il y a des méthodes. C'est sûr que si on prend la méthode drastique de la coupe à blanc, puis comme peut-être qui se faisait là, 10, 15 ans, 20 ans, mais il y a un engouement un peu pour des propriétaires qui font qui veulent un peu chalet ou un petit lieu de tranquillité, là. Mais c'est ça un peu, c'est ces gens-là qu'il faut essayer de rejoindre aussi pour promouvoir la foresterie. Parce que ça empêche un peu ça empêche un peu les forestiers et les petits propriétaires là, de pouvoir faire comment je dirais ça, le travail, de essayer de faire le gagne-pain avec ça. Okay. Ça fait augmenter aussi le prix des terres de beaucoup. L'évaluation remonte, le prix des terres. Ah oui? Oui, puis les propriétaires, ça leur cause des problèmes aussi. Pour l'achat de terre, premièrement, parce qu'ils viennent que c'est plus rentable pour eux autres. C'est tout le temps le prix un peu qui parle. Là. Puis est-ce que les propriétaires forestiers, tantôt on parlait de prescription, d'aménagement, mais les propriétaires de l'eau à bois doivent toujours respecter ces règles-là ou ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent? Oui, ils ne sont pas chez eux, ils font pas ce qu'ils veulent. Ils sont chez eux, mais ils ne font pas ce qu'ils veulent. Les MRC sont en train d'introduire aussi des règlements d'abattage, toutes sortes de règlements pour suivre un peu les bonnes pratiques, les saines pratiques. Mais c'est sûr que normalement, ils prennent conseil sur... La plupart prennent conseil des ingénieurs forestiers là, pour ça. Puis aussi, ça leur donne... ils peuvent aller chercher des subventions du gouvernement. Ils appellent ça les choses d'aménagement. Fait que là, ils peuvent aller chercher des fois un petit revenu d'appoint pour faire leurs aménagements. Ah, ben c'est bon. Ben merci. Merci. L'équipe de la Direction régionale de la capitale nationale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, fière accompagnatrice de la relève agricole dans la région. Ici, on est un centre de formation professionnelle axé majoritairement vers les métiers de la foresterie. Donc, on offre 7 formations, 7 cartes d'enseignement différentes. L'aménagement de la forêt, la protection et l'exploitation des territoires fauniques. On offre l'abattage manuel de bordage forestier. On offre du sciage, le classement, l'affûtage et le travail sylvicole. Donc, c'est nos programmes d'études que nous offrons ici à l'école. Ces années ici, ça a été beaucoup les programmes comme aménagement de la forêt, protection et exploitation des territoires fauniques. On sent une légère remontée vers les programmes comme abattage manuel et débardage forestier. Et aussi, là, on met beaucoup d'efforts et d'emphase pour valoriser les programmes comme affûtage et sciage et classement, parce qu'on a besoin de relève aussi dans ces milieux-là. Des métiers vraiment là, manuels, donc que ce soit au niveau de l'aménagement de la faune, de l'aménagement de la forêt, de la faune, du sciage, classement, et ainsi de suite. Vraiment des gens manuels, des gens qui vont travailler sur le terrain. Il y a beaucoup d'emplois disponibles. Ceux qui veulent travailler vont travailler, il n'y a pas de problème. Le défi de l'industrie forestière, là, les prochains défis, ça va être c'est la main-d'œuvre.
Oui, beaucoup de retraites, beaucoup de roulement de personnel aussi. Donc, il y a d'autres secteurs d'activité aussi qui amènent, qui drainent de la clientèle dans ces secteurs-là. Donc, il y a une bonne demande là, au niveau du secteur forestier. Je dirais, nous, on a une école, on a à peu près 150 élèves par année, 150, 200 inscriptions maximum par année. C'est pratiquement un par an. Donc, on fait beaucoup de salons, des salons carrières, salons formation, emploi. On se déplace même jusqu'à Montréal pour faire de la promotion. On reçoit des étudiants d'un jour ici. Un élève peut venir passer une journée ici dans le cours qui l'intéresse, dans le programme qui l'intéresse. Une journée ou une demi-journée, on le reçoit, on le place avec un enseignant. Et puis, ça lui permet de vivre là, une demi-journée ou une journée dans son programme. Ça, c'est très, très intéressant. On en reçoit une 50 à 60 par année comme ça. On fait aussi des activités comme Viens vivre la forêt, où on reçoit des jeunes de secondaire 3, 4 et 5 qui viennent passer une journée ici, touchés au métier forestier. Donc, c'est tous ces actions-là qui font qu'on est capable d'aller recruter de la clientèle. C'est ça qui fait la différence pour amener des élèves ici? Oui. Si on ne faisait pas ça, je pense pas qu'on pourrait. On diffuse aussi on diffuse des petites vidéos sur les médias sociaux, sur YouTube, on a une page Facebook. On essaie d'être visible le plus possible. Bien, nous, les programmes, on les adapte le plus possible à la réalité présente. Quand il y a des nouvelles normes, par exemple, les professeurs, les enseignants se tiennent très à jour, que ce soit au niveau de nouvelles normes, par exemple, en aménagement forestier. En faune, les gens sont au courant des marchés. Même chose pour le sciage, le classement et l'affûtage. Les programmes d'études en formation professionnelle sont montés par une approche par compétence. On a un cadre, mais ça ne nous empêche pas, par contre, d'adapter le cadre, d'adapter le contenu à la réalité d'aujourd'hui. Donc, nos programmes, c'est des préalables soit secondaire 3 ou secondaire 4. Donc, c'est des élèves qui ont soit un secondaire 3, secondaire 4 ou encore des fois des DES. On a des adultes qui reviennent en formation. Moyenne d'âge, je dirais une vingtaine d'années, 19-20 ans de moyenne d'âge. Des adultes à l'occasion, 10 de filles dans tous nos programmes, un petit peu plus du côté de l'aménagement de la forêt puis de la faune, bien sûr, un petit peu moins du côté, beaucoup moins du côté sciage, classement, affûtage, abattage manuel, mais on dirait entre un 10-15 de filles là, dans nos programmes d'aménagement. J'ai une grande passion pour la nature et pour les animaux, puis je pense que justement, c'est une des raisons que je suis là, parce que je trouve qu'il manque de gens pour continuer à conserver puis à protéger la faune. La faune, c'est pas juste les animaux, c'est la nature qui comprend les animaux aussi, parce que dans le fond, protéger la faune, c'est protéger son habitat, c'est protéger son côté vital, les 4 éléments, son eau, puis la forêt, c'est l'espace. Puis regarder les reproductions, s'ils sont nombreux, s'ils sont petits. Fait qu'on calcule tout ça, puis on apprend tout ça à l'école. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Puis je pense que peu importe les métiers, il va toujours avoir des concrètes, des choses à affronter. Je viens de la nature, fait que c'est sûr que on est quand même ici, on est quand même très bien formés. On a fait des cours de survie. Fait que c'est sûr que si je me perds en bois, en ayant vécu dans le bois en survie, bien là, je vais être beaucoup moins stressée. Fait que, tu sais, oui, peut-être que j'aurais à confronter ça si ça serait arrivé, mais du fait que j'ai été préparée, puis on me l'a enseigné, puis on me l'a fait pratiquer, la peur est beaucoup moins grande. Vu qu'il nous explique plein d'affaires dans le bois, puis comment se débrouiller dans le bois, tu sais, je veux dire, oui, ça peut nous arriver pareil, même si on est formé, de se perdre, de manquer d'eau, de manquer d'outils pour couper un arbre, pour s'abriter. Par contre, ici, nous montrent vraiment être débrouillards. Fait que je pense que on va être confronté à plusieurs facteurs. L'air, les climats, la pluie, le gros soleil, le gros froid, les grosses chaleurs. C'est tout des concrètes qui peuvent arriver. Mais non, je pense, selon moi, là, ça pourrait bien aller pour l'ensemble. Sinon, je pourrais dire c'est plus vers les gens, mais les gens veulent garder notre travail. Puis on va être encore là dans les prochains modules formés pour ces gens-là aussi. Fait que... Quand les seules bonnes nouvelles forestières, c'est une entreprise qui règle avec ses créanciers, ça fait pas une belle presse. Hein? C'est ce qu'on a vécu dans les dernières années. Là, je vous dirais que le marché se stabilise.
il a tendance à vouloir reprendre un petit peu de vigueur, que ce soit au niveau de la transformation des résineux. Le feuillu aussi se stabilise, il a envie de reprendre un petit peu. C'est des meilleures nouvelles, que c'était. Le marché de l'emploi, le nouveau régime forestier du ministère crée beaucoup d'inquiétudes aussi. Mais ça aussi, ça va se replacer. Fait que je pense que dans l'avenir, dans les prochaines années, là, ça va être juste meilleur pour nos élèves. Les marchés maintenant ne sont plus seulement nord-américains ou c'est plus des marchés qui sont provinciaux, nationaux ou nord-américains, c'est maintenant mondial. Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent du bois du côté de l'Asie. Il y a d'autres joueurs en lice aussi qui sont producteurs de bois. On voit beaucoup d'importations. Donc, le marché change, le visage de la foresterie change, mais je suis convaincu qu'on va toujours faire de la foresterie au Québec. Qu'il y a un bel avenir dans ça pour les gens qui s'intéressent à ce milieu-là. Du fait aussi qu'au Québec, on a 80% du territoire qui est forestier, qui est de la forêt publique. Donc, les gens ont conscience que c'est un bien collectif, puis qu'il faut l'aménager en fonction des générations futures. Donc, c'est ce qui fait que le secteur forestier a évolué beaucoup dans les dernières années. Moi, j'ai pris ça parce que j'aime la nature, j'aime ça être dehors. Puis moi, apprendre les arbres. Puis c'est quand même reconnu et tout. C'est l'école la plus reconnue en aménagement. Après ça, c'est vraiment toutes les normes, tout ce qui entoure, je sais pas, comme les normes d'inventaire ou les normes en mesurage, c'est vraiment précis. Puis, le Québec, puis découvrir différentes choses, parce que ça ouvre plusieurs portes. Fait que essayer un petit peu plein de petites affaires là-dedans, puis faire le tour de un peu tous les métiers qu'il y a en aménagement. Quand ils viennent ici, dans un centre de formation professionnelle, c'est parce qu'en premier lieu, ils sont intéressés à la matière. Ils ne sont pas ici parce qu'ils sont obligés d'être ici. Ils ont choisi l'école. Ils ont choisi de venir à Duchesnay. On les a questionnés avant. Quand ils sont inscrits, on les a questionnés. On les a envoyé des formulaires. On leur a fait répondre à des questionnaires pour valider leur choix. Donc, ceux qui sont ici, en général, là, sont heureux et fiers d'être ici. Puis ils veulent apprendre ces connaissances. Bien, c'est du travail à l'extérieur, c'est du travail en pleine nature, c'est du travail, souvent les gens sont portés de plus en plus vers les loisirs en nature, le tourisme d'aventure, des choses comme ça. Moi, quand je travaillais en foresterie, ce que je me disais souvent, j'avais des vues souvent imprenables que peu de gens pouvaient voir, parce que quand j'arrivais sur le dessus de la montagne, que je voyais à perte de vue, je me disais, il y a des gens qui payent pour prendre des sentiers et aller voir ça. Moi, c'est ce que je fais à journée longue. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est le genre il y a des côtés un petit peu plus difficiles, des fois, les intempéries. On est à l'extérieur, on est au Québec, on a 4 saisons. Même, on dirait 3 saisons et demie des fois. Donc, souvent, on a de la neige, on a de la pluie, on a du vent, on a un peu de toutes sortes de choses, mais on peut ajuster notre horaire en fonction de ça. Et puis, ça demeure très plaisant. Ici, on a un beau centre de formation professionnelle. Si on demeure à l'affût toutes les nouvelles possibilités, développement de nouveaux programmes, l'actualisation des programmes qui sont existants aussi, je pense qu'on va on est là encore pour plusieurs années. C'est ce qui termine cette émission de La Voix agricole. Et comme vous avez pu le constater, le milieu forestier peut nous offrir bien des possibilités. Et j'espère également que vous allez voir la forêt d'un œil différent à partir de maintenant. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Vous désirez démarrer une entreprise? Faire une relève d'entreprise?
consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez d'un accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance.